Thierry Breton annonce sa démission du poste de commissaire européen. C'est une honte pour la France. Qu'on l'apprécie ou pas, et je peux vous dire que c'est pas un camarade. On est dans un moment d'affaiblissement de l'aura française. Oui, Thierry Breton qui n'est pas n'importe qui. J'assure la sécurité de notre constellation. Moi, je suis perdu depuis ce matin. Thierry revient, Thierry revient, Thierry revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin. Toi qui le connais si bien, toi qui le connais si bien. Hola hola amigos et bienvenue dans l'épisode 155 de Silicon Carnet, le podcast tech piquante qui pique encore plus qu'un kimchi jjigae. Mon nom est Carlos Diaz, je suis le gringo en chef de cette émission et je suis super content de vous retrouver en direct de San Francisco. Cette semaine, on va parler du nouveau look de Zuck, on va parler de Founder Mode versus Manager Mode et puis si on a un peu de temps en fin d'émission, on parlera aussi d'Elon Musk. J'ai rien compris. Cette semaine à mes côtés dans Silicon Carnet, my favorite bitch, elle est de retour. Elle arrive de Corée. Elle était en voyage là-bas pour le business. C'est Stéphanie Tramichak. Et puis j'ai deux special guests pour le prix d'un. J'ai Laura Bokobza, qui est presque pas un special guest. Elle est presque une pensionnaire, parce que ça fait longtemps qu'elle est dans la communauté de l'Hacienda de Silicon Carnet. Et j'adore Laura, je suis super content qu'elle soit là dans cette émission. Et puis un deuxième invité, c'est Mehdi Boudoukhane, le CEO et cofondateur de CycleApp. Je voudrais aussi remercier tous les auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Silicon Carnet, que ce soit en podcast ou sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous, appuyez sur abonnez-vous ici et la petite cloche pour pas louper les épisodes. Et puis si vous voulez nous rejoindre dans l'Hacienda, c'est la communauté des fans de Silicon Carnet, prenez votre membership, ça coûte 15 € par mois et vous pouvez venir discuter avec moi et tous les autres fans de Silicon Carnet sur WhatsApp et accéder aussi à la newsletter de Silicon Carnet. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Nouvelle rubrique dans Silicon Carnet, ça s'appelle Qui veut du travail. On s'est donné une mission avec notre partenaire Digital Selection, c'est celle de vous trouver du boulot en cette rentrée. Et j'ai choisi un poste de Pre-Sales Solution Engineer dans une boîte américaine qui s'appelle Data Extreme. Ils sont en pleine croissance, ils sont en train de s'implanter en Europe. Data Extreme, c'est un partenaire de SAP, ils offrent des solutions innovantes pour les équipes de vente, pour gérer les devis, les commandes, jusqu'à la livraison. Ils s'adressent à des moyennes et à des grandes entreprises dans le domaine du wholesale, du retail et de la distribution. Ils ont plein de postes de sales et de pre-sales et ils cherchent notamment un pre-sale expérimenté pour faire des démos de leurs produits et de leurs solutions auprès de leurs prospects et de leurs clients. Alors si vous pensez avoir le profil, contactez Digital Selection, j'ai mis toutes les coordonnées dans le descriptif de cet épisode. Et puis si vous recherchez des talents, vous aussi, contactez François Lejoly, c'est le boss de Digital Selection. Vous lui dites que vous venez de la part du gringo, il vous fera une remise. Et je serai super content de faire la promotion des talents que vous recherchez dans les épisodes de Silicon Carnet. Hasta luego! Bon, alors les amis, je suis super content que vous soyez là avec moi. Il y a plein de choses. On a un épisode riche cette semaine. On a beaucoup de trucs à évoquer ensemble. Mais avant ça, actualité oblige, Laura, je sais pas, apparemment Ursula écoute Silicon Carnet puisque Thierry Breton vient de démissionner sous la pression de la présidence de la Commission européenne, visiblement. J'ai pris l'engagement bonjour. Merci beaucoup Thierry Breton. Qu'est-ce qui se passe? Moi je me lève, là on est lundi 16 septembre et je vois tout le monde m'envoie des messages. Bravo Carlos, t'as fait démissionner Thierry Breton. Je le dis pour les auditeurs et vous le savez si vous regardez Silicon Carnet régulièrement, Thierry Breton c'est un petit peu notre notre running blague quoi en fait. On en parle régulièrement de Thierry Breton. Qu'est-ce qui s'est passé Laura? Alors en fait, Thierry Breton a shooté ce matin la lettre qu'il a envoyée effectivement à Ursula, lui disant que il prenait bien note de la demande d'Ursula à Macron de ne pas que Macron ne le recommande pas pour réavoir son poste de commissaire européen
au nom Alors de la qu'il France. l'avait fait en juin. Il avait Macron recommandé Thierry Breton. Qu'est-ce qui Macron s'est l'avait passé, là recommandé. Et Ursula ne souhaite pas que ce soit Breton. Donc, elle a demandé à Macron de soumettre un autre nom. Donc, Thierry préfère partir plutôt que de se faire virer, j'ai l'impression. Est-ce qu'on le comprend après, Thierry ou pas Thierry? Je pense que tout le monde préférait avoir l'impression de garder le contrôle de son propre destin. Donc, la rumeur court que ce sera Stéphane Séjourné, qui était le ministre des Affaires étrangères du dernier gouvernement Attal, qui va prendre le commissariat européen de la France, mais avec quand même moins de périmètre. Et en particulier, il perdrait la défense. Et en gros, la France est en train de se retrouver avec ça à la Commission européenne. Ouais. Et c'est la faute de Thierry. Est-ce qu'il est en train de payer le prix de sa politique très autoritaire envers les géants de la tech? Il y a eu aussi le rapport Draghi il y a pas longtemps qui a pointé du doigt aussi la politique de Thierry Breton de régulation excessive de la tech, en disant que c'était pas la bonne solution et que ça handicapait énormément l'innovation et le développement des petites startups. Est-ce qu'on peut rapprocher ces événements? Ouais, je pense qu'on peut rapprocher en fait des événements au niveau de l'Europe. Effectivement, je pense que le rapport Draghi pèse assez lourd par rapport à ce qu'a voulu faire Thierry Breton, mais aussi le standing de la France au sein de l'Europe. Ce qui se passe sur notre territoire, moi je suis basé à Bordeaux, moi je suis pas côté US, c'est compliqué au niveau de l'Europe pour garder une certaine stature par rapport au fait qu'on n'arrive déjà pas à être d'accord avec nous-mêmes, donc voilà. Bon, Stéphanie, je suppose que toi, tu t'en fous complètement. Ouais, exact. Toi, t'es basé à San Francisco, t'en as strictement rien à faire. Je voudrais juste dire un truc. Regardons juste l'agenda. On a Barnier qui est en train de faire son gouvernement, Thierry Breton qui tout d'un coup démissionne en pleine constitution du nouveau gouvernement. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure, Mehdi, mais de là à retrouver notre ami et notre leader suprême Thierry Breton, soit au secrétariat d'État au numérique, ou voire même au ministère de l'économie, il n'y a qu'un pas. Est-ce que tu t'en réjouis, mon Mehdi? Écoute, en tant qu'entrepreneur belge vivant à Bruxelles et s'apprêtant à déménager à San Francisco, t'en as rien à faire. Voilà. Il s'en fout également. Bon, tout le monde s'en fout apparemment, sauf en France, hein. Alors, au sommaire de cette émission cette semaine, on a plein de choses. On va parler de la mise Mark Zuckerberg qui a changé de look. On est en train d'assister peut-être au plus grand rebranding de la Silicon Valley. C'est assez impressionnant. Et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'il est passé de Monsieur je te vole tes data à Monsieur je te vole ta meuf. On va également évoquer un débat qui fait rage dans la Silicon Valley. Et je sais que Mehdi, il a plein de trucs à raconter sur ce truc-là. C'est Paul Graham, le cofondateur de Y Combinator, qui a jeté un pavé dans la mare et qui relance ce débat sur comment les startups devraient être managées. Est-ce qu'elles devraient être managées par leurs fondateurs ou est-ce qu'elles devraient être managées par des personnes externes, des managers externes qu'on mettrait à leur place au moment où elles scalent. Et puis on va analyser la posture de plus en plus ambiguë avec Laura, et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse et que tu observes depuis de nombreuses années, cette posture d'Elon Musk qui interroge: est-ce qu'il se cache une stratégie derrière tout ça, ou est-ce que Musk est juste devenu un connard? Ou est-ce qu'il est toujours un génie? Ou est-ce que c'est un génie connard? Ou est-ce que c'est un connard génie? C'est la question qu'on se pose cette semaine dans Silicon Carnet. Go yourself. Mehdi, ça fait 5 ans que tu as lancé Cycle. Cycle, c'est une start-up du studio génial Exa qui est basé maintenant à Paris. On a d'ailleurs enregistré les hors-séries de Silicon Carnet dans ces nouveaux locaux. On salue Thibaut, Amaury et Quentin. Vous avez levé 6 millions en seed aux US d'ailleurs. Et puis tu me disais que tu avais un petit peu un syndrome de l'imposteur en tant qu'invité de Silicon Carnet. Je me suis dit mais pourquoi on impressionne tant que ça? Moi je trouve que c'est absolument génial. Tu as toute ta place dans Silicon Carnet. Pourquoi tu me disais ça? Bah écoute, déjà c'est gentil Carlos. En tout cas, je suis hyper content d'être là et je te remercie pour l'invitation. Ouais, un petit syndrome de l'imposteur. Je pense que t'invites vraiment des invités qui sont très solides, moi qui personnellement m'impressionnent. Et du coup, voilà, en tant qu'entrepreneur early stage qui n'a pas encore eu un grand succès, j'ai un petit peu ce syndrome, mais qui, je pense, n'est pas négatif parce que ça va me pousser à bien me préparer et à faire en sorte d'essayer de faire... Tu m'as envoyé tout un tas de notes. Du coup, on voit que tu bosses, hein. Le mec, il bosse, hein. Rappelle-nous rapidement ce que fait Cycle. Ouais, alors donc du coup, Cycle, c'est une plateforme de gestion de feedback client. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux équipes de centraliser tous les retours de leurs utilisateurs au travers de plein de sources comme les tickets de support, les conversations sales ou encore les enquêtes NPS. On va
tout rassembler en un même endroit et on va permettre l'extraction d'insights qui permettent de mieux comprendre les besoins des utilisateurs. Et donc, ça mène à une meilleure priorisation pour les équipes produits, mais aussi, ça leur permet de créer des produits de meilleure qualité avec plus d'empathie. Il a pas prononcé le mot IA, c'est marrant. Ah ben, j'y arrive. J'y viens, Carlos. J'ai écouté je me suis dit, à quel moment est-ce qu'il va me balancer le mot IA? Et il l'a pas prononcé. Allez, c'est parti. Et du coup, comment est-ce qu'on se différencie sur le marché? Avec de l'IA. Ah, ça y est. Mais plus spécifiquement, de l'IA non bullshit. Parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de bullshit AI sur le marché ces jours-ci, Carlos. Ça veut dire quoi, le bullshit AI? Quoi, tout le monde bullshit en AI? Ben, il y a en effet, ouais, beaucoup de bullshit. Alors, j'ai carrément créé un petit framework que j'ai appelé le bullshit AI test, qui permet de déterminer si un produit qui se dit AI est bullshit ou non. On peut partager ton framework? Ouais, avec plaisir. J'ai écrit un petit article. Ouais, tu pourras le mettre dans les ressources. Ok, ouais. Super. Et du coup, donc, comment ça marche le bullshit AI test? En fait, il faut poser 3 questions. La première question, c'est, oublions l'IA. Comment fonctionne ton produit sans IA? Qu'est-ce que tu comprends de tes utilisateurs que tes concurrents ne comprennent pas? C'est quoi ton insight sur le marché? Pour moi, il n'y a pas de raccourci. L'IA ne change pas les fondamentaux de la construction d'un bon produit. Donc l'IA, elle est juste là pour amplifier la valeur initiale du produit, elle n'est pas là pour la déterminer. C'est ça ce que tu es en train de dire? Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, ça mène à la partie 2 du framework qui est comment est-ce que l'IA rend le cœur de ton produit 10 fois meilleur ou 10 fois plus rapide? Et il y a 2 parties dans ce point-là. C'est le cœur de ton produit, pas un side use case adjacent, pas important. Et c'est pas une amélioration incrémentale. C'est vraiment, il faut que ça améliore sensiblement l'expérience de ton produit. Alors, je prends ton framework et il manque le 3e point. On reviendra sur le 3e point parce que j'ai envie de l'entendre. Si je prends une boîte comme Canva que j'utilise pour faire les thumbnails, pour faire tout un tas de trucs. Je les ai vus rajouter tout un truc de tools AI sur la partie editing. Et au début, je me suis dit bon, ça y est, ils sont en train de surfer la vague, les cocos. C'est du bullshit AI ou pas? Parce que très honnêtement, au final, je me rends compte que je les utilise tout le temps ces trucs. Ça m'aide vraiment. Et du coup, c'est pas du bullshit AI parce que réellement, ça améliore sensiblement l'expérience des utilisateurs et c'est sticky. Donc ça veut dire toi, de base, tu t'es dit ok, est-ce que c'est bullshit? Est-ce que c'est juste du marketing? Et puis tu l'as utilisé. Et en fait, ton expérience dans le produit s'est vue sensiblement améliorée. Donc pour moi, Canva ne fait pas du bullshit AI. Et c'est pour ça qu'ils augmentent de 300% leur prix. Ah bon? What? Ouais. Tu peux plus t'en passer. Tu peux plus t'en passer. La nouvelle est tombée quand, là? On dit rien, moi. Ah, t'as dû recevoir un mail la semaine dernière. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. C'est technique de dealer de drogue. On t'en donne un petit peu, après t'es accro, et puis paf. Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf, pastèque. Ah ouais, c'est une technique très connue dans la Silicon Valley, ça. Ouais. Mais tu sais, et ça va marcher parce que, honnêtement, je pense que je suis prêt à payer beaucoup plus cher pour ce qu'il m'apporte parce que je me dis, j'ai pas envie de retourner dans du Photoshop ou des trucs comme ça ou aller payer un designer pour aller faire des trucs parce que j'ai l'impression que ces outils fonctionnent vraiment super bien. Donc, Mélanie, si tu nous entends, l'année prochaine, encore 300%. Multiplie par 3 le pricing. Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je montre cette vidéo, elle est drôle. Je sais pas si vous l'avez vue sur YouTube, mais c'est une vidéo un peu satirique qui donne comme conseil aux startups de dire si vous êtes stuck dans votre produit, vous rajoutez de l'IA. Alors je le dis pour ceux qui nous regardent en podcast, en fait on voit un plat qui est en train de préparer avec quelqu'un qui met de la sauce et il met de la sauce partout à chaque fois qu'il y a une couche d'aliments, il met de la sauce, il met même de la sauce sur l'emballage et tout ça et puis ils disent bon voilà, maintenant que tu as bien rajouté une sauce IA à ton produit, tu te dépêches d'aller servir ton truc au VC avant que ChatGPT ou Gemini fasse une release et que son produit devienne obsolète. Il y a ce côté obsolescence rapide parce que si tu rajoutes de l'IA, on a vu qu'il y a plein de startups qui sont morts à la prochaine release de ChatGPT. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis et c'est clair qu'il y a un peu une blague dans la Silicon Valley que voilà, si t'es un petit peu stuck dans ta startup, il suffit d'acheter un nom de domaine .ai et puis aller relever des fonds et tout et ça va bien se passer. Et ouais, ça marche et c'est pour ça qu'il faut c'est important de bien spotter ce qui est bullshit et ce qui ne l'est pas. Et j'en viens au 3e point qui rejoint ce que tu disais sur en gros, est-ce que ta startup va se faire détruire par la prochaine release d'OpenAI? Et ça, c'est la 3e partie du framework où la question à poser, c'est en quelle mesure est-ce que c'est facile de réaliser ce que fait ton produit avec des templates de prompt et ChatGPT? Et si la réponse est plutôt facile,
bah il y a des chances que la prochaine release d'OpenAI détruise ta startup. Et t'as pas envie d'être à cet endroit-là. Je le disais, tu as créé cette startup aux US, tu as levé de l'argent aux US, mais pourtant, tu es resté en Europe. Et je sais que tu fais des allers-retours entre la France et la Silicon Valley. Personnellement, je pense que ça marche pas. Je l'ai moi-même expérimenté et j'ai fait finalement le jump Silicon Valley en 2010. C'était il y a déjà 15 ans. Alors moi, j'ai envie de te poser cette question. Quand est-ce que tu fais le saut? Quand est-ce que tu viens t'installer dans la Silicon Valley? Eh bien, c'est une bonne question, Carlos, parce que j'arrive. Je suis en plein process. Ouais, ça y est, c'est bon, là, c'est parti. Je suis en plein process sur le One, et l'idée est de venir m'installer début 2025 aux US. Et non, mais c'est une bonne question. Je pense que je suis d'accord avec toi. C'était mon ambition initiale en commençant Cycle. J'ai commencé avec des allers-retours dans l'idée d'aller m'installer aux US le plus rapidement possible. Puis le Covid est arrivé. À la sortie du Covid, c'était moins obvious que c'était important d'être aux US. Et là, disons que cette dernière année, avec toute cette nouvelle vague de Gen AI, ça devient encore plus pertinent en tant qu'entrepreneur tech, selon moi. Ah ben là, Stéphanie, elle me confirmera ça. Mais on voit débarquer un tas de people en ce moment dans la Silicon Valley, et notamment à San Francisco. On est reparti pleine bourre. Stéphanie, je disais que ces allers-retours, toi, t'es installé à San Francisco depuis déjà très longtemps. Ce système d'aller-retour, il fonctionne pas. Moi, j'ai l'habitude de dire que la Silicon Valley, c'est un peu comme un fil électrique trop court. T'arrives, tu branches, t'as la lumière tout de suite, mais dès que t'arrives à SFO et pour prendre l'avion de retour, bah le fil est trop court, ça se débranche et tu passes en off immédiatement, la lumière s'éteint et tu peux pas leverager en fait tous les contacts et tout ce que tu as fait dans la Silicon Valley. Pourquoi? Parce que tu es immédiatement remplacé par quelqu'un d'aussi brillant que toi le lendemain. Donc si t'es pas là pour entretenir le jardin, bah tu perds tout dès que tu t'en vas de la Silicon Valley. T'es d'accord avec moi sur ça, Stéphanie? Je suis d'accord, et le rythme est très rapide ici. Prends un meeting, tu rencontres dans la semaine ou la semaine suivante. C'est pas comme en France où faut attendre 3 semaines, où du coup tu pourrais en faire des allers-retours. Ouais, mais du coup cette rapidité et comme tu dis, cette excellence qu'il y a toujours en permanence, tu dois rester top of mind, tu dois être là, tu dois voir les gens, tu les rencontres dans des meet-up, c'est très networking en fait. Moi, on me pose souvent la question: est-ce qu'il faut que j'aille m'installer à San Francisco ou est-ce qu'il faut que j'aille m'installer à New York? Ça, c'est une vraie question. C'est deux écosystèmes. Bon, la Silicon Valley est au-dessus, bien évidemment, de l'écosystème de New York, largement en termes d'investissement, de nombre de startups, etc., etc. Il y a une vraie question. Alors, la réponse que je déteste, c'est quand on me dit: ouais, mais tu comprends, New York, c'est quand même plus proche de la France, c'est plus pratique pour collaborer. Moi, je leur explique qu'il y a aussi l'île d'Aix, qui est pas très loin, qui est dans la même direction. Tu peux aussi t'installer sur l'île d'Aix. C'est bien, quoi. En fait, tu seras pas loin de la France. Mais pour moi, c'est pas ça le bon argument. Comment est-ce que vous expliqueriez entre New York et San Francisco le choix entre ces deux écosystèmes? Comment vous motivez ce choix-là? Qui c'est qui a un point de vue là-dessus? Ouais, je peux démarrer. Vas-y. Pour moi, c'est vraiment en tant qu'entrepreneur tech, juste à San Francisco, la densité de personnes ambitieuses et intéressantes que tu peux rencontrer et qui peuvent t'aider. C'est juste, il y a ça nulle part ailleurs dans le monde. Et en fait, si tu veux vraiment, c'est mono-industrie, quoi. C'est tech. Alors qu'à New York, tu vas trouver effectivement des gens de plein d'industries différentes. AI, c'est définitivement ici, quoi. Il y a un vrai FOMO, en fait, ici. Faut être là, quoi. Tout se passe très vite ici. Ouais, moi, je voulais juste parler de Boston. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de robotique. Et il y avait Boston, quand même, en robotique humanoïde à l'époque. Et je crois que c'est encore une des plaques importantes de la robotique. Donc ça dépend vraiment de ce que tu fais, quoi. Moi, j'ai un conseil. J'ai horreur de donner des conseils, mais en tout cas, je vais en donner un aujourd'hui. Je pense que la Silicon Valley, c'est un endroit où on fabrique des produits. Donc, si tu es en train de fabriquer un produit, tu vas trouver ici dans l'écosystème des gens qui ont une expérience en termes de product building que tu trouveras nulle part ailleurs. Alors que c'est des product makers dans la Silicon Valley. Alors que New York, c'est des deal makers. C'est très transactionnel. Donc, si tu as un produit qui est déjà prêt et qu'il s'agit de l'amener sur le marché, de trouver des clients, je pense qu'effectivement, New York est le bon endroit pour faire du business et pour faire des deals. Mais si tu es encore dans la fabrication d'un produit et que tu es encore en train d'optimiser ton product market fit, des choses comme ça, je pense que c'est dans la Silicon Valley qu'il faut être. J'ai envie de réagir là-dessus. Parce que pour moi, c'est pas tellement le produit qui différencie la Silicon Valley de la France, par exemple, mais c'est plus la vente en fait et la go-to-market.
J'ai l'impression qu'en France, on a des super ingénieurs et des très très bons designers. On a la capacité de créer des bons produits. Par contre, on est incapable de les marketer, ou on va sur le marché trop tard, on sait pas comment les vendre. Et par contre, il y a un deuxième aspect relié au produit qui est, pour moi, si tu veux construire un produit Tier 1, tu dois travailler avec des customers Tier 1. Et ça, c'est le plus gros impact produit, c'est que dans la Silicon Valley, tu vas aller travailler avec des clients qui vont tirer ton produit dans la bonne direction. Ce que tu n'auras pas forcement en Europe. Ils vont te donner le bon feedback et ils vont exactement. Ça c'est très important, notamment dans une boîte comme Cycle. On sait l'importance du feedback et du retour client. Non, je suis absolument d'accord. Je pense pas que on le dit souvent que les Français savent pas marketer. Je suis pas certain. Moi, je pense que les Français savent très bien marketer leurs produits. C'est pas ça le sujet. C'est que ils le marketent pour une clientèle française. C'est-à-dire qu'ils le marketent pour la Société Générale, La Poste et Ron Poulenc. Donc, bon, ça existe plus, Ron Poulenc. Mais c'est ça le problème. C'est que, en fait, et d'ailleurs, c'est pas plus facile d'aller signer ces clients-là. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Va signer des partnerships et va signer des clients aux US qui ont une expérience et une exigence aussi par rapport à ton produit qui va être 10 fois supérieure et qui a une expertise aussi de ces produits-là beaucoup plus importante et qui donc va te tirer vers le haut plutôt que de te tirer vers le bas. Je suis pas d'accord. Laura, elle est pas d'accord. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Ce que j'observe moi en France, c'est pas ce que tu dis, même si c'est vrai, mais le vrai problème des entrepreneurs français, c'est qu'ils tombent amoureux de leurs produits. Qu'on a des super ingénieurs qui vont faire des très beaux produits, qui arrivent pas à les vendre, non pas parce qu'ils savent pas les marketer, mais parce que personne n'en veut en fait, parce qu'ils ont construit des trucs dont personne n'a besoin. Ça y est, on a trouvé la professeure. On avait le professeur, et maintenant on a la professeure. Il y a El Niño, El Niña, tu vois. Non mais sérieusement, j'étais encore avec. Le professeur sort de ce corps, sort de ce corps. Je ne suis pas un communiste. Il est partout. Il était là la semaine dernière. Il nous a fait un sketch incroyable en fait sur les libertés d'expression. Moi, je suis flatté, hein. Moi, je suis très flatté. Non, mais bien sûr, tu peux être flatté. Mais j'ai cru entendre, pendant une seconde, j'ai cru entendre parler le professeur. Non, mais t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Elle a raison. Et en fait, par rapport, pour complémenter ce que vous disiez, c'est qu'en fait, à San Francisco. Ce que vous dites. Pardon. Oh putain. Pour complémenter ce que vous dites, à San Francisco, il y a un vrai savoir d'itération sur un produit. Et je suis pas d'accord. En France, ce savoir-faire n'est pas encore acquis. Il n'a pas encore été transféré. La France est toujours en retard de 5-10 ans, on va dire, et ça reste vrai. Ce vrai savoir-faire de créer un produit, d'itération, d'utilisation de la donnée. Il y a un vrai playbook qui est maintenant ancré profondément dans la Silicon Valley, que ce soit dans Big Tech et Small Tech, qui n'est pas encore vraiment adopté, en fait, en France. Et ça rejoint ce que tu dis, Laura, c'est que les entrepreneurs, ils font un produit, ils font des features, et ils sont pas dans l'itération, de se poser la question, je fais un test, mon test marché, qui n'est pas forcément ton premier produit, qui est un test de ta feature pour savoir s'il va y avoir un product market fit, une solution fit. Et il y a cette méthode qui n'est pas appliquée, et du coup, c'est pour ça que on fait des meilleurs produits dans la Silicon Valley, qui après vont trouver plus facilement, en fait, leur marché et leur go-to-market. Alors, comme je le disais en introduction, j'ai envie de parler de Zuck. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Zuck. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, je l'avais mis un petit peu de côté, je le regardais plus. Puis là, je l'ai re-regardé. J'ai vu d'ailleurs cette vidéo avec Jensen Huang, le CEO de Nvidia. Et là, mon marque, mais je me suis dit, mais c'est le mec le plus cool de la Silicon Valley. Déjà, rien que physiquement, je vous montre cette photo. C'est assez hallucinant, la transformation du bonhomme. Alors, je sais bien que les choses vont vite dans la Silicon Valley, mais alors là, il y a une transformation spectaculaire de Mark Zuckerberg. Et ça m'a interrogé. D'ailleurs, j'ai fait un papier sur ce sujet-là. Je sais que Laura, tu l'as lu, tu m'as envoyé des commentaires, tu m'as dit, c'est super intéressant, effectivement, à observer. Petit retour en arrière, Laura. C'était pas gagné, hein? Ah non, c'était pas gagné du tout. Ouais. C'était loin d'être gagné, même. Mais bon, maintenant, je suis d'accord avec toi qu'il est plutôt beau gosse, Marc. Ah, voyez, vous le dites. Il est beau gosse. C'est un DILF. Ouais. Tu sais, il y avait les MILF. Ouais. Mother, I'd like to fuck. Maintenant, c'est un DILF. C'est quoi un DILF? Dad, I'd like to fuck. Ok, donc il est devenu un DILF. Et c'est pas moi qui le dis. Heureusement que c'est vous, hein, les filles, qui le dites, parce que sinon je me ferais incendier. Non, mais quand je dis que c'était pas gagné, on se rappelle 2010, The Social Network, ce film qui l'a pourri, quoi, en fait, qui l'a dépeint en une sorte de personnage impitoyable, complètement asocial. D'ailleurs, réécoutons un extrait de The Social Network. D'ailleurs, je vous invite à revoir le film The Social Network. C'est assez instructif. On écoute un tout petit extrait de ce film-là pour voir le type de personnage que le film dépeignait en parlant de Mark Zuckerberg.
Do I have your full attention? No. Do you think I deserve it? What? Do you think I deserve your full attention? I had to swear an oath before we began this deposition, and I don't want to perjure myself, so I have a legal obligation to say no. Okay, no. You don't think I deserve your attention? I think if your clients want to sit on my shoulders and call themselves tall, they have a right to give it a try, but there's no requirement that I enjoy sitting here listening to people lie. You have part of my attention, you have the minimum amount. The rest of my attention is back at the offices of Facebook, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Did I adequately answer your condescending question? Donc voilà, ça c'était l'image de Mark, c'était 2010, hein, c'était déjà il y a presque 15 ans. Et puis entre-temps, il y a eu le Cambridge Analytica, 2018, où là, le New York Times et The Observer révèlent en fait que la société Cambridge Analytica a utilisé des données personnelles de plus de 80 millions d'utilisateurs à la barbe de Facebook, qui se sont rendus compte de rien du tout, pour notamment influencer les élections américaines. Et puis il y a eu tout un tas de séries d'audiences au Congrès qui ont d'ailleurs fait l'objet de mèmes incroyables à l'occasion de Mark, qu'on comparait à une sorte de robot. Je vous montre cette image pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Il s'en est pris vraiment plein la poire. Et puis, on l'a encore taxé d'interférer dans les élections en 2020. Il s'est vu accusé d'avoir diffusé des fake news à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, Trump aujourd'hui le menace de le mettre en tôle, hein, si jamais Trump arrivait au pouvoir. Je vous propose là aussi un autre extrait de voir comment Mark se défendait face à ces accusations face au Congrès. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Cambridge Analytica wasn't using our services in 2015 as far as we can tell. So this is clearly one of the questions that I asked our team as soon as I learned about this is why did we wait last month to ban them? It's because as of the time that we learned about their activity in 2015, they weren't an advertiser, they weren't running pages, so we actually had nothing to ban. Et Stéphanie, après tout ça, là, il y a eu un moment où Mark était presque l'homme le plus détesté des États-Unis, non? Je sais pas si c'était l'homme le plus détesté des États-Unis, mais c'était quelqu'un qui était l'emblème d'un changement de la tech, de vision de la tech. La tech, on l'adorait, et puis tout d'un coup, on s'est dit, putain, la tech, elle est méchante. Et c'est devenu l'emblème en fait de tout ça et de tout ce qui se passe, de tous les scams, c'est devenu l'emblème. Et donc oui, et là il y avait un article, on a échangé avec Kevin sur la sécurité. Je crois que c'est dans les CEO de la Silicon Valley, c'est celui qui a le plus gros budget en fait pour sécuriser son CEO. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il a des gardes du corps, etc. Parce que je pense qu'il 23 millions par an pour il est menacé. Ouais. Absolument. Bon, du coup, il a fallu qu'il réagisse et il a été voir encore une fois son copain Peter Thiel, qui est au board de Meta, et qui lui a expliqué en gros qu'il fallait qu'il change d'image complètement et qu'il se débarrasse de cette image de vilain pour devenir le mec le plus cool de la Silicon Valley. Et c'est ce qui s'est passé. Alors moi, je le date à octobre 2021. Il a d'abord commencé par changer le nom de Facebook, qui s'est mis à s'appeler Meta. Donc voilà, alors il dit lui que c'est parce qu'ils ont fait l'acquisition de tout un tas d'applications comme Instagram, WhatsApp, et que Facebook n'était qu'une application dans cette aéropage de société que Facebook avait acquis, et que donc il fallait un nouveau nom. Mais en fait, moi je pense que il a compris que Facebook était devenu boring et que son image personnelle était très associée à celle de Facebook et qu'il fallait changer tout ça. Et ça a commencé par cette modification. Et depuis, alors je vous montre des photos, si vous nous regardez sur YouTube, il a commencé à poster dans les réseaux sociaux tout un tas de trucs. Alors on le voit en train de faire des exercices à la maison. C'est d'ailleurs très intéressant, cette transformation physique, on le voit là. Alors maintenant il porte des chaînes en or, il s'est laissé pousser les cheveux, il est un peu plus cool, il a la barbe. Les chaînes en or, c'est incroyable, hein. Ça c'est devenu sa marque de fabrique, on le reconnaît maintenant à ses chaînes en or. Le 4 juillet, il est là, toujours avec une chaîne en or. D'ailleurs, il surfe avec un drapeau américain à la main. Il est en train de boire une bière. Il est en smoking. Je le raconte pour ceux qui nous écoutent en podcast. C'est assez impressionnant. Il fait du jiu-jitsu aussi. Il est là avec ses copains à la salle. Il a des copains qui sont champions de MMA.
Bref, et puis surtout, il met tous ses modèles LLM en open source. Il essaye de vraiment montrer qu'il n'est plus ce vilain, et ça marche. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on regarde notre marque, je vous montre cette photo qu'il a fait à l'occasion de son anniversaire. Il a fait une grosse soirée, enfin une journée pour fêter son anniversaire où il avait invité. Il a fait toute une sorte de reportage dans sa chambre d'enfant à l'époque, et on voit tous les symboles. D'ailleurs, il y a du Microsoft un petit peu partout. Et alors regardez le t-shirt qu'il porte. Il a un t-shirt qui s'appelle Carthago delenda est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Carthage doit être détruite. C'est assez intéressant. C'est un vrai symbole. Là, il est vraiment en train de lancer un message au public en disant le Mark Zuckerberg que vous connaissiez n'existe plus. C'est ça. Oui, mais c'est aussi sa fascination de César. Il est fasciné en fait par Jules César, et d'où sa transformation en fait capillaire est aussi liée en fait à ce personnage. C'est vrai, très vrai. Il y a tout un background, c'est-à-dire que tu n'es qu'à la surface en fait il a toujours protégé son image, donc on ne sait pas ce qui se passe vraiment derrière, mais on a des petits éléments, et donc cette fascination en fait de César qui est peut-être liée en fait au positionnement qu'il avait ou comment il se sentait en fait un peu le roi en fait dans la Silicon Valley, et que maintenant en fait il veut pas tomber comme César, donc il change. C'est intéressant, j'avais pas fait ce rapprochement avec César. C'est vrai que physiquement c'est assez, et le t-shirt Carthago delenda est, effectivement fait complètement écho exactement à ça. Alors c'est pas le seul, Laura, qui a fait une transformation. On se rappelle de Jeff Bezos. Là je montre la photo de Jeff Bezos en 1998 et Jeff Bezos aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui me marque dans cette transformation. Il y a une forme de virilisation des entrepreneurs de la tech. Il y a quelque chose de très très intéressant. Ils sont en train de se muscler quelque part. C'est ça ce que c'est tous les Américains. Ça c'est un truc américain. Okay. C'est pas un truc de la tech. Tout le monde se met à faire du weightlifting. Tous les mecs dans San Francisco, ils commencent à être buffés. Alors, Carlos, va falloir t'y mettre. Quand je suis venu en France cet été, j'ai eu l'impression, et Laura, t'as vu les hors-séries, j'ai eu l'impression vraiment d'un côté un peu bisounours. Où je me suis dit, j'ai face à moi des entrepreneurs de la tech en France qui sont un peu des enfants gâtés et qui me racontent une histoire qui est très jolie pour les enfants, mais qui résiste mal à la réalité de ce que moi je vis ici dans la Silicon Valley, où c'est hyper dur, c'est hyper compétitif. Et quand je vois non seulement la vitesse d'innovation, la profusion de capitaux qui est injectée dans la tech, dans la Silicon Valley, mais aussi la nature des entrepreneurs, leur niaque, leur envie et leur volonté d'en découdre, je me dis, mais on va se faire ratatiner en Europe si on a ce modèle un petit peu bisounours. Est-ce que ça vous fait réagir, ça? Est-ce que j'ai tort? Peut-être que j'ai tort, peut-être que vous pouvez me dire, non, Carlos, tu te plantes complètement, c'est pas du tout ça. Non, je pense pas que t'aies tort. Je pense qu'effectivement, il y a cette mise en avant de l'impact en Europe, et parce qu'on prend le problème à l'envers en fait. Il y a des super entrepreneurs en Europe et ils pensent que en 10 ans qu'ils vont faire de l'impact, ça va attirer. Ils vont trouver le product market fit. On en parlait tout à l'heure. Alors qu'en fait, l'impact c'est tellement profond, c'est tellement ancré dans les philosophies ici qu'on a même, pour moi, on n'a pas besoin de le dire. Et le problème qu'on fait, c'est pas d'en faire de l'impact, c'est de le dire trop fort. C'est comme les adolescents et le sexe. Les adolescents parlent toujours de sexe et ceux qui en parlent généralement, c'est ceux qui n'en font pas, quoi. En fait, c'est à peu près la même chose. Mais c'est la différence en fait aux États-Unis où tu vas maximiser en fait ton profit, faire de l'argent. Si tu as de l'argent, tu pourras avoir un impact après. C'est l'inverse en fait en France, mais c'est aussi parce qu'en France, t'es picousé par le gouvernement. On va t'aider, t'as le chômage pour les entrepreneurs. Ici, il faut réussir. Si tu réussis pas, tu changes, tu fais autre chose. C'est une question de survie. Et surtout en cas de crise, où il y a moins d'argent, c'est plus difficile. Les VC ne donnent que si tu fais du x10, qui est un rêveur, que tu vas aller loin. Et donc, il faut avoir beaucoup plus de confiance en cas de crise. On te donne un peu moins facilement de l'argent, voire beaucoup plus difficilement. Et donc, il faut avoir hyper confiance en toi pour que les VC te donnent de l'argent. Pourquoi Mehdi vient dans la Silicon Valley? Je vais te le dire, c'est parce que tu fais pas d'impact, mon coco. Tu vas pas lever d'argent en France, je te le dis. Ouais, mais c'est ça, parce que aujourd'hui, il y a le FEI qui a clairement positionné comme clause d'investissement, puisque c'est un fonds de fonds, le FEI. Ils investissent dans des fonds. Il faut que, pour recevoir l'argent du FEI, qu'il y ait une dimension impact.
Et les boîtes de SaaS, c'est très difficile de prouver qu'il y a un impact pour la planète, un impact social ou un environnemental. Et donc, je vois énormément de boîtes de SaaS aujourd'hui débarquer dans la Silicon Valley parce que elles n'ont plus l'écoute des VC parce que elles ne cochent pas la case. Oui, parce que maintenant il y a des fonds article 9, ça s'appelle en France par rapport à les typologies d'entreprises dans lesquelles ils vont investir. Et c'est vrai que sauf à ce que tu fasses des SaaS assez dédiés à des problématiques, par exemple d'économie circulaire ou ce genre de choses, où là calcul tu peux de carbone, de l'empreinte carbone. Ouais, ou même tu vois faciliter les l'économie circulaire pour les retailers, enfin voilà ce genre de choses. Ouais. Où là tu vas te qualifier effectivement article 8 ou article 9. C'est très difficile pour les SaaS classiques. Mais donc en fait, on en revient toujours à la même chose, Stéphanie. Aux États-Unis, il faut survivre parce que sinon les fonds ne donnent pas d'argent. Et en France, il faut faire de l'impact parce que sinon les fonds ne donnent pas d'argent. Autre sujet, enfin je sais pas si c'est vraiment un autre sujet, je pense qu'il y a un vrai lien entre cette transformation de marque et ce nouveau sujet, c'est la Silicon Valley est en plein clash en ce moment. Il y a un débat qui fait rage ici, c'est celui de savoir s'il faut manager sa startup en mode fondeur ou en mode manager. Alors le déclencheur de tout ça, a été l'essai de Paul Graham, qui est le cofondateur de Y Combinator, qui a jeté de l'huile sur le feu, où il fait un véritable plaidoyer de ce qu'on appelle le founder mode. Alors le founder mode, qu'est-ce que c'est? On va l'expliquer pour nos auditeurs qui peut-être connaissent pas ce terme-là. C'est le culte du fondateur tout-puissant. C'est celui qui garde les mains dans le cambouis, pas simplement au départ, mais jusque à la fin. Je sais même pas s'il y a une fin d'ailleurs de sa boîte, jusqu'à ce qu'il devienne une licorne. Le bon exemple de ça, et d'ailleurs il a été énormément mis en exemple, c'est Brian Chesky, le cofondateur de Airbnb. Ou Steve Jobs, ou Elon Musk, tous ces gens-là, c'est des gens qui restent le capitaine du navire, quoi qu'il se passe, et qui managent leur boîte sur la base d'instinct, sur une sorte de flair qu'on considère comme infaillible parce qu'ils sont les fondateurs, parce qu'ils sont les parents de cette startup. Mehdi, c'est quoi ton style, toi? T'es founder mode ou t'es manager mode? En fait, je pense qu'à mon stade de boîte, avec 12 personnes, la question se pose même pas. Il y a qu'un seul mode, c'est le founder mode. Et je pense qu'il faut. Moi, ça m'a beaucoup parlé son poste. Et il faut comprendre à qui il s'adresse et pourquoi ça a autant résonné en fait dans l'écosystème. Je pense que c'est un poste qui s'adresse aux fondateurs qui sont dans un stade de boîte où c'est en train de scaler et qui vont avoir tendance à potentiellement suivre un playbook qui leur est donné, qui est le playbook des VC. Ouais. Qui va être, il faut recruter des VP, il faut sortir du contenu et en gros, il faut faire du management. Et j'ai plein de founders, plein de potes qui sont rentrés dans cette phase, qui ont fait cette erreur et qui en ont encore des grosses cicatrices. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont des cicatrices? C'est qu'ils ont l'impression d'avoir perdu l'ADN de leur boîte en fait. Ils kiffaient plus leur taf. Recruter et manager des VP, c'est moins intéressant que faire du produit, que d'être dans le contenu. Et donc je pense que c'est pour ça que ça a vraiment résonné. En ce sens, je suis aligné avec Paul Graham, mais c'est pas une idée neuve selon moi. Je pense déjà dans le bouquin The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz en 2014, il expliquait déjà que la meilleure manière de faire un succès en entrepreneuriat, c'est de garder le founder aux commandes le plus longtemps possible, et que c'est sur cette base qu'ils ont créé le fonds A16Z. Que eux, ils allaient pas renvoyer les founders pour engager des CEO. Ce qui était une pratique habituelle dans la Silicon Valley, c'est que tu crées ta startup et puis quand tu commençais à scaler, généralement on dégageait le CEO. Sequoia, par exemple, qui est un fonds très réputé dans la Silicon Valley, avait cette habitude fâcheuse de faire ça systématiquement dans les startups dans lesquelles ils investissaient. Bon, ça a beaucoup changé depuis et c'est vrai que preuve à l'appui, je montre les chiffres là. Il semblerait que les startups qui sont dirigées par leurs fondateurs initiaux sont beaucoup plus performantes que les startups qui sont en manager mode, c'est-à-dire où on a essayé de, un peu comme dans du private equity, amener des équipes pour remplacer à la fois les cofondateurs, mais aussi les premiers salariés de la startup en disant pousse-toi de là que je m'y mette parce que toi tu sais pas ce qu'elle est et moi je sais ce qu'elle est. Une réaction par rapport à ça sur ce débat founder mode versus manager mode? Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont justement sur ce passage en fait au scale de l'hypercroissance. Et en fait, je crois qu'on se pose la question dans de mauvais termes. Okay. Parce que quand on dit founder mode, manager mode, est-ce qu'on remplace par un manager? Le problème, c'est qu'on a beaucoup de fondateurs qui ont voulu passer en mode manager
qui croient qu'il faut, c'est ce que disait Mehdi sur le playbook, et que donc ça commence par le recrutement et qu'en fait les fondateurs ils savent pas recruter. C'est le problème numéro 1 des fondateurs qui fait qu'ils ne savent pas manager derrière, c'est qu'ils savent pas recruter. Parce que en fait, ils vont vouloir des gens. Pourtant, c'est leur boulot. CEO, Chief Executive Officer. Ça veut pas dire Chief Everything Officer. Ça veut pas dire Chief Excremental Officer ou dire que les merdes. Ça veut dire Chief Executive Officer. Ça veut dire que tu es censé être celui qui recrute les exécutifs qui vont justement opérer dans ta startup. Normalement, c'est ça ton job. Hein. C'est ça le job. Et en fait, c'est quand la magie opère dans le recrutement que le fondateur peut à la fois avoir confiance dans les trucs dans lesquels c'est pas obligé qu'il déçoit tous les jours, mais aussi avoir le soutien de son exécutif quand c'est un truc dont il veut s'occuper tous les jours. Moi, j'avais parlé il y a un an de Brian Chesky qui relie certaines copies. Il relie pas tout dans Airbnb. Mais il y a certains trucs qu'il relie parce qu'il sait que c'est vital pour garder l'alignement avec la vision et la mission de la boîte. Donc en fait, c'est ça. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que tu t'entoures de personnes qui vont vivre la même chose que toi, qui vont ressentir la même chose que toi, tout en étant meilleurs que toi en exécution sur des sujets précis. Hier, je faisais un petit apéro à la maison. J'avais un copain qui bosse avec David Marcus, ils sont basés à LA, ils sont dans la blockchain, enfin dans la crypto, et c'est Lightning leur monnaie. Il me disait un truc très intéressant. Il me disait que David, en fait, c'est un mec qui est hyper impliqué sur tous les sujets dans la boîte, tous les sujets. Mais en gros, si tout va bien, il délègue. Mais dès qu'il y a un problème, sur n'importe où, il va mettre les mains dans le cambouis immédiatement. C'est-à-dire qu'il va reprendre, quitte à faire presque du micromanagement, il va reprendre le lead et dire, attendez, là, il y a un problème. C'est normal. Il y a des problèmes tout le temps dans la startup. Peu importe qu'il soit du côté produit, du côté marketing, du côté RH, etc. Je reprends le lead. Et là, je rentre vraiment dans le détail, etc. Tant que ça marche, il n'y a pas de problème. Je délègue. Ouais, je suis hyper aligné avec ça. Et pour moi, l'idée, c'est que le founder doit rester dans le contenu. Alors, ça veut pas dire micromanager, mais le founder doit, si le founder est arrivé là où il en est, c'est qu'il a certaines qualités, certaines connaissances du marché, certaines capacités à construire des bons produits. Et ça, il faut pas que ça se perde. En fait, si le founder reste dans l'aventure de la boîte, il faut utiliser ses forces. Et ces forces, pour moi, elles sont dans le contenu. Elles sont pas dans juste manager des VP. Et donc, ce que tu dis, Carlos, pour moi, ça résonne. C'est les founders doivent comprendre quelle est leur zone de génie, dans quoi est-ce qu'ils doivent rester dans le contenu et arriver à choisir quoi déléguer et quoi ne pas déléguer d'une certaine manière. Ça veut pas dire il faut tout micromanager. Tu me parlais de quelque chose aussi très intéressant, Mehdi, c'est tu me parlais du cockroach mode. Donc le cockroach en anglais, ça veut dire cafard. Et toi, tu me disais, mais en fait, le vrai founder mode, c'est un mode où just don't die. Il faut juste éviter de ne pas mourir. C'est ça le véritable founder mode. Et tu me dis, il y a une forme de tendance, notamment en Europe et en France dans l'écosystème, à mourir rapidement quand ça marche pas. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas du tout l'idée de fail fast. Je pense qu'il n'y a pas de raccourci en entrepreneuriat. Construire un produit extraordinaire qui fonctionne, ça prend du temps. Et moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de corrélation entre le temps que ça te prend d'arriver au product market fit et la probabilité de succès derrière. Donc, il y a des boîtes comme UiPath, ça leur a pris 10 ans avant d'arriver au million d'ARR. Ou Figma, ça leur a pris 6 ans avant d'arriver au million d'ARR. Ou Notion. Et en fait, trouver un product market fit, ça prend du temps, ça demande de la détermination, de la résilience. Et derrière tout entrepreneur successful, on pose la question, il y a plein de moments où ça aurait été rationnel d'abandonner. Où tous les signaux leur disaient que, c'était bien essayé, maintenant c'est le moment de rembourser les investisseurs et de s'arrêter. Et du coup, moi, je pense que, en fait, la frontière entre le succès et l'échec, c'est souvent une équipe qui tient suffisamment longtemps pour figure shit out, quoi. Et donc, je pense que la résilience, le cockroach mode, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Laura, toi, tu croises beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée, alors dans la Silicon Valley pas du tout, mais en France, que c'est cool d'être entrepreneur, c'est facile, et le succès, il est rapide. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. On a tellement comme le disait Stéphanie, on est vachement aidés. Déjà parce qu'il y a du chômage, donc t'es cadre, t'es au chômage, tu te dis tiens, si je lançais une boîte. Ensuite, t'as plein d'accélérateurs et incubateurs, et avec une culture du tout gratuit, tout est facile, tout est simple. Il y a des subventions, veux-tu en voilà.
Il y a des gens qui t'aident à avoir les subventions, puis comme ils prennent qu'une com, t'as l'impression que ça coûte rien. Et tu peux tenir comme ça 5 à 10 ans sans voir un seul client, en fait. Et ça développe pas du tout ce mode cockroach, ce mode ça développe pas la résilience. Ça développe pas la résilience du tout, en fait. Ouais. Et moi, il y a des entrepreneurs, quand je leur parle, ça fait 1 an qu'ils sont incubés, puisque je suis experte auprès de certains accélérateurs, ils ont pas encore vendu 1 euro. Ils ont pas vu un client. Ils ont fait des études, en veux-tu, en voilà, mais ils ont fait sortir de l'argent à personne. Ils sont pas entrepreneurs, hein. Alors Mehdi, tu disais que ça devrait être obligatoire pour les entrepreneurs de la French Tech d'aller faire un tour dans la Silicon Valley. Ouais, je pense que c'est indispensable. C'est en fait pour moi il y a le critère le plus important pour le succès entrepreneurial au-delà de la résilience, c'est ce que j'appelle la confiance humble. Camoulox. Et en fait, ça peut paraître paradoxal parce que quand on a confiance en soi, on peut avoir tendance à frôler l'arrogance. Et quand on est trop humble, on va avoir tendance à manquer de confiance en soi. Mais je pense qu'il y a un sweet spot à l'intersection entre les deux qui est déterminant. Alors, là-dessus, attends, je t'arrête là-dessus parce que c'est génial que tu dis ça parce que j'ai une théorie qui est très très proche de la tienne. Et toi, tu parles d'un sweet spot entre les deux. Moi, je crois pas que ce soit un sweet spot entre les deux. Je te donne ma théorie là-dessus. Prenez une règle. Et effectivement, à droite, t'as des gens qui sont ultra confiants, qui sont sûrs d'eux, qui ne doutent jamais. C'est généralement des connards. Ok. Et puis à gauche, t'as des gens qui doutent énormément en permanence, quoi, qui sont toujours à se poser des questions, incapables de prendre des décisions. Et généralement, c'est des losers. Ok. Et on est tous un peu, on est tous un peu au milieu. On est un peu average. C'est bien évidemment qu'on doute, mais on a aussi confiance en nous. Et on est tous average. Mais moi, ce que je pense, c'est que le successful founder, en fait, il est pas au milieu. Il est des deux côtés en permanence. Il est complètement bipolaire. C'est qu'il alterne dans la même phrase, au même moment, une confiance absolue où le mec te dit, ou la fille, je vais sauver la planète, je vais tout casser, machin, rien, et en même temps, dans la même phrase, te dire, mais là, je sais pas du tout, là, j'ai un véritable problème et je suis complètement paumé et je sais pas du tout comment faire ça. Et est-ce que tu peux m'aider sur ce truc-là? Et donc, c'est cette bipolarité permanente. Et j'aime bien ton terme de confiance humble. Camoulox. Parce que c'est exactement ça. Mais c'est pas un average, c'est pas un milieu, et c'est pour ça que ça rend fou être entrepreneur. Parce qu'il faut accepter d'être complètement bipolaire. Et bipolaire, c'est dur parce que tu enchaînes c'est une vie à haute fréquence. T'es en up and down permanent, mais dans la même heure. Tu te dis, mais c'est bon, on va tout casser. Et puis 1 heure plus tard, tu dis, on est mort. Et tu alternes cette vie à haute fréquence qui est insupportable. Tu te couches le soir, tu sais plus qui t'es. Non, tu l'as dit mieux que moi. Il faut embrace cette bipolarité. Et je pense qu'aller à SF en tant que founder européen, ça aide d'une part sur la confiance en soi, l'ambition. C'est oser prendre ce risque, quoi, et de se dire, en fait, pourquoi pas avoir cette ambition et aller voir comment ça se passe là-bas. Donc du point de vue de la confiance en soi, c'est important. Et puis du point de vue de l'humilité, t'arrives à SF, t'es personne, tout le monde s'en fout de ton diplôme HEC ou Polytechnique. En fait, on s'en fout de ce que t'as fait dans le passé. C'est qu'est-ce que t'as à raconter, de ta généalogie aussi. On se fout complètement de ta généalogie. Ouais. C'est assez marrant parce que quand on a préparé cette émission, c'est marrant. Hein, je sais pas si tu t'en es rendu compte, Mehdi, mais la première chose que tu m'as dit, c'est je suis belge et d'origine tunisienne. Ouais. C'est le premier truc que tu m'as dit. Et j'ai un petit accent belge. Mais, tu vois, quand je parle, et je sais exactement ce dont tu parles, parce que c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté la France. J'en avais marre d'expliquer au monde entier que je n'étais pas portugais. Parce qu'on me posait la question si j'étais portugais. Alors, il semblerait que portugais, que je suis espagnol. Il semblerait qu'espagnol soit un petit peu mieux que portugais, mais toujours pas aussi bien que français. Je sais pas d'où ça vient, cette histoire-là. Et donc, j'étais toujours, quand je me présentais en France, j'étais là, bonjour, je m'appelle Carlos Diaz, je suis d'origine espagnole. Mais fuck, quoi. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi je dis pas plus? Mais pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Et il faut que je me justifie de ce truc-là. Et en plus, j'ai pas fait de grandes écoles. Donc je disais, j'étais pas prédestiné à être ni entrepreneur ni dans la tech. J'ai fait une thèse sur Borges et la littérature argentine. Et j'avais toujours pas parlé de ce que j'étais en train de faire. Ici, dans la Silicon Valley, il y a jamais ça. On m'a jamais posé la question. Je pense qu'ils pensent que je suis argentin ou je sais pas.
peut-être dealer de drogue, c'est possible, mais jamais je n'ai eu à me justifier sur mes origines ou sur mes diplômes ici dans la Silicon Valley. Alors je dis pas que c'est un endroit génial où il y a d'autres choses aussi qui sont terribles et qui sont horribles, mais on n'a pas ce poids-là. Et en tant que fils d'immigré, parce que c'est ce que je suis et peut-être aussi ce qu'on est tous, quoi, Bokobza, Tramichek, Boudoukan. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Voilà, je suis désolé, vous n'êtes pas des descendants de Jacou le Croquant. Hein. Donc, je te confirme. Voilà. Donc, mais il y a pas ce truc-là. On va directement à what are you doing? Moi, j'ai l'impression qu'en France, pour être entrepreneur, il faut paraître très sérieux. Moi, je vois des jeunes me parler pendant ce hors-série que j'ai fait cet été. Très honnêtement, des gamins de 25 ans qui veulent sauver la planète, etc. Je les ai trouvés boring. J'ai trouvé qu'ils avaient 50 ans. Alors, c'est moi qui ai 50 ans. Et ils me parlaient comme des gens de 50 ans de façon très sérieuse sur des sujets très sérieux. Et j'ai l'impression que dans la Silicon Valley, on a des tarés. Et tous, quand je parle avec les entrepreneurs, ils sont complètement tarés, Stéphanie. Et je pense qu'il faut venir dans la Silicon Valley pour prendre une dose de folie. Parce que les gens ici sont fous. Je pense que les gens ici comprennent qu'ils peuvent avoir des visions extrêmes. Ils touchent un grand marché, tu as les moyens, tu peux faire des choses de folie. Il y a des gens qui le font. Donc les gens viennent dans la Silicon Valley pour réaliser ses rêves. Donc en fait, tu as un niveau déjà qui est au-dessus. Et ce qui est très humbling en français, quoi. Quand tu arrives en fait dans la Silicon Valley, en fait, en France, c'était peut-être bonne, hein, mais ici, t'es une merde. Parce que aux États-Unis, il y a le meilleur du monde, le meilleur des États-Unis et le meilleur du monde qui est dans la Silicon Valley au même endroit. Et donc en fait, c'est le meilleur talent qui se retrouve. Et donc il faut réussir. Il faut rêver, il faut s'imposer. Donc oui, on va être bipolaire. Par contre, il y a une différence, c'est que dans la Silicon Valley, donc ça existe depuis 1880, 1860. C'est jeune. C'est très jeune. C'est très jeune, même beaucoup plus jeune en fait que la East Coast. Et donc en fait, on n'a pas en fait le poids des traditions, on n'a pas le poids d'une histoire, d'une culture que tu as en France. Et en France, en fait, de qui tu viens, qui tu es, a une importance. Quelle école tu as. Il y a une forme de déterminisme. Parce que ça existe. Ici, ça existe pas. Et ici, c'est d'où tu viens, on s'en moque. C'est qu'est-ce que tu fais et qui tu connais. Attention. Ici, il y a quand même une autre forme, en fait, d'élitisme. On la voit pas quand on qui tu connais, une partie, en fait, du déterminisme des grandes écoles, ça vient surtout du qui tu connais. Pas tellement de qu'est-ce que tu as appris. Oui. Mais c'est beaucoup qui tu connais parce que tu as fait Polytechnique, parce que tu as fait l'ENA, parce que tu as fait... Mais maintenant, il y a une autre forme de networking ici, dans la Silicon. C'est avec qui tu as travaillé. Parce qu'en fait, on est dans une nouvelle génération, et les mafias, et quand t'as été beaucoup de gens maintenant, les jeunes quand ils sortent de boîte, d'école, ils vont choisir des boîtes où ils savent qu'ils vont se retrouver dans un réseau qui va leur permettre de monter leur prochaine boîte. Parce qu'en fait, il y a une vraie mafia, elles existent. Donc c'est le networking à différents niveaux. Alors justement, pour parler de gens un peu tarés, qui viennent de nulle part, qui ont fait partie d'une mafia. On voulait se poser la question dans Silicon Carnet de ce Elon Musk qui interroge de plus en plus. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant d'en parler parce que j'ai aussi l'impression qu'il interroge de plus en plus en France, beaucoup moins d'ailleurs que ici aux États-Unis, ou peut-être que les gens se sont habitués à la folie de Elon Musk. Et je vous propose qu'on parle très rapidement justement du personnage Elon Musk et de se poser la question, est-ce que Elon Musk est devenu un connard? Donc en parlant de leader visionnaire, il semble des fois que la frontière justement entre visionnaire et mec insupportable, elle est très très faible. D'ailleurs, Mehdi, toi tu me disais, on parle d'Elon Musk là, tu me dis, moi c'est pas un mec qui m'inspire, Elon Musk. Et tu me parlais plutôt de Steve Jobs, qui lui était quelqu'un de beaucoup plus inspirant. Mais Steve Jobs, pour avoir parlé avec des gens qui le côtoyaient de temps en temps, c'était pas un mec super sympathique non plus. Alors on a tendance d'ailleurs quand les gens sont plus là ou à réécrire un petit peu l'histoire, mais il y avait un côté un petit peu Musk aussi chez Steve Jobs. Mais il faisait pas semblant d'être un grand humaniste ou de faire ce qu'il fait pour changer le monde, ou tu vois, pour la planète ou pour la liberté d'expression. Moi c'est ça surtout qui me dérange chez Musk. Enfin
il joue un jeu qui est le sien, qui est le jeu du pouvoir, mais il fait semblant qu'il joue un autre jeu. Et c'est un truc assez américain d'ailleurs sur plein d'autres aspects. Et moi, c'est plutôt ça qui va me déranger chez Musk. Laura, Musk, est-ce qu'il a toujours été comme ça? Est-ce qu'il y a un jeu? Est-ce que ce jeu, il existe depuis le début? Ou est-ce que tu observes quelque chose de nouveau quand même chez le personnage, notamment depuis qu'il a fait l'acquisition de Twitter? Et comment tu caractérises ça? Je sais que tu le suis depuis très longtemps, que tu observes, tu as lu beaucoup de choses, ses biographies, etc. C'est quoi ton analyse? Alors mon analyse, c'est qu'on en parle beaucoup en France parce que il s'est beaucoup frité avec Thierry Breton. Donc ça reboucle avec quand même l'intro de l'épisode. Feu Thierry Breton. Voilà. Non mais on sait plus moi je suis perdu depuis ce matin. Non mais tu vas lire sur Stéphane Séjourné. J'ai 2-3 articles à te passer sur Stéphane Séjourné. Non mais moi je prie. À partir de maintenant, je vais prier tous les jours pour qu'il rentre au gouvernement, parce que là, c'est non. Moi, je veux Paul Midi, mon secrétaire du numérique. Mais moi, j'ai besoin de Thierry Breton pour cette émission. Donc, Elon Musk, on en parle beaucoup en France, mais Elon Musk, en fait, si tu reviens au début, parce que ça date pas de quand il a acheté Twitter. Tout le monde en parle depuis qu'il a acheté Twitter, mais en fait, le mec, alors pas forcément en sous-marin, et dans la Silicon Valley, vous le connaissiez bien mieux qu'en France, évidemment. Mais c'est déjà quand même un mec un peu bizarre. Il y a une légende. Non, mais c'est un mec un peu bizarre. Il y a la légende avec Peter Thiel que il a pris sa McLaren F1 et qu'il a fait un tonneau et qu'il a failli les tuer tous les deux. Mais c'est vrai. Le fait que ils ont laissé la McLaren sur le bord de la route et ils sont partis en autostop pour aller faire leur meeting parce qu'ils avaient un meeting à Palo Alto avec un investisseur. Non mais ça, les gens, c'est absolument vrai. Hein. C'est absolument vrai. Hein. Ouais. Le mec, il a quand même 11 enfants aujourd'hui, avec plusieurs femmes. Hein. Il en a un dont il est obsédé par la lettre X. Donc il a eu 12 enfants, il en a perdu un. Il en a perdu un, nourrisson, son tout premier d'ailleurs. Il en a fait 11 donc derrière, dont un, le surnom c'est X et l'autre le surnom c'est Y. Okay. Il veut mettre du X partout. La légende dit que c'est un des désaccords avec Peter Thiel, hein, donc sur PayPal, hein, parce qu'il voulait que PayPal. Il voulait appeler ça X.com. Donc voilà. Après Elon, moi je le trouve fascinant parce que quelque part, tu vois, moi ça me rappelle. Moi je suis une ingénieure, j'ai fait de la tech, chimie, grandes écoles, tout ça. Enfin, moi c'était mes potes nerds en fait. C'était mes potes un peu geeks. Tu sais, tu parlais de la transfo de Zuck tout à l'heure, qui était un peu moche. Mais quand même moche mais mignon, tu vois. Enfin pas moche dégoûtant quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et Elon, jusqu'à ce qu'il rachète Twitter, on pouvait penser qu'il était quand même moche mais mignon. Mais en fait non, il est juste moche tout court. Pas si joli comme un cœur de veau, des moches comme un cul de singe. Il a pas grandi, en fait, ce que tu veux dire. Quand il fait ses petites blagues avec la 69, X, 421, en référence. Mais je pense que c'est exactement ça. Si tu veux, Elon, maintenant, c'est devenu notre Martine, hein, donc, c'est la Martine des temps modernes, Elon. Il est partout. Il fait tout. C'est un peu comme Barbie, tu sais, Barbie docteur, Barbie vétérinaire, Barbie pilote de ligne. Voilà, maintenant, on a Elon. Il fait tout. Est-ce que c'est pas, moi, j'ai lu sa biographie, là, sa biographie d'Isaacson, qui est, alors bon, je l'ai en audible, hein. J'ai pas terminé, c'est quand même 14 heures d'écoute, hein. Mais c'est très intéressant. Moi, mon analyse, c'est que en fait, c'est quelqu'un, il cherche à ce qu'on l'aime, quoi. Et il est complètement excessif, c'est-à-dire et dès qu'on l'aime pas, il devient très con. C'est que je pense que c'est ça, c'est que dès que quelqu'un manifeste une quelconque critique, ce qui est dangereux, hein, du bonhomme, que ce soit Thierry Breton par rapport à la Commission européenne, ou Joe Biden qui, par exemple, l'exclut d'une réunion sur les véhicules électriques, il pète un câble. Il pète complètement un câble. Et là, il rentre dans des excès absolument incroyables, avec beaucoup d'humour. C'est ça qui le sauve, parce que c'est drôle. Et les gens trouvent ça drôle. D'autres diront que c'est pas du tout drôle. Mais ça me rappelle qu'il est venu quand même au Met Gala avec sa maman. Ouais. Oui, absolument. Et je pense que ça peut évoquer pas mal de sujets, ce que tu dis, il a besoin qu'on l'aime. On est en pleine, on parle de ça aujourd'hui, founder mode, manager mode, de ce que c'est qu'un entrepreneur, ou de ce que c'est que, et souvent, je l'ai remarqué, moi j'ai investi dans plus d'une centaine de startups, les entrepreneurs les plus successful ont quelque chose de pété. Il y a un truc qui marche pas dans leur parcours. Ils ont une sorte de revanche à prendre, sur la vie, et c'est pas forcément ceux qui sortent des plus grandes écoles, voire qui sont les plus smart d'ailleurs.
quand je regarde, je veux pas trop insister là-dessus, mais quand je regarde mon portefeuille, ceux qui ont réussi sont pas forcément les plus smart. Et c'est souvent d'ailleurs, comme le dit Mehdi, des gens qui, parce qu'ils étaient un peu cons, ils ont continué. Parce que rationnellement, il y avait aucune raison de continuer. Mais comme ils étaient pas super smart, ils ont pas vu ces signaux rationnels et ils ont continué. Et d'ailleurs, ça leur a donné raison. Il y a ce côté un peu pété. Je sais pas si, et je sais pas, Amélie, quand tu me dis, par exemple, je suis belge, tunisien, je me dis, il y a un truc de pété chez le bonhomme. Moi, je te fais un chèque tout de suite. Il commence par là. Ça veut dire que il y a un truc, il y a un truc de pété chez le bonhomme pour qu'il commence à se présenter comme ça. Et il va nous faire un truc. Et je suis d'accord. Il faut être un peu fou pour réussir en entrepreneuriat. Je crois qu'il y a une espèce de truc irrationnel qui va te faire ne pas abandonner quand tu devrais. Une espèce de recherche profonde, viscérale, de besoin de reconnaissance, de te prouver de reconnaissance et de te prouver quelque chose à toi-même. C'est, je pense, rarement l'appât du gain qui te fait te lancer et qui te fait continuer. C'est vraiment le fait que tu sais qu'au plus profond de toi, si t'abandonnais, tu te sentirais misérable, en fait. Stéphanie, j'ai plein de choses à dire. Attends, j'ai plein de choses à dire. Et notamment, je voudrais que tu me parles de cette histoire de l'appât du gain et de l'argent, de la place de l'argent chez ces gens-là. C'est pas la recherche de la fortune. Il est déjà fortuné, Elon Musk. C'est pas ça le sujet. Je pense que pour reprendre ce que dit Mehdi sur le succès aux États-Unis, je pense qu'on le voit moins en France ou en Europe. Il y a cette notion de vouloir toujours être le meilleur. Ouais. Et être le meilleur, même si t'es déjà le meilleur. LeBron James, c'est le meilleur. Mais il cherche toujours à s'améliorer. Il veut être encore plus que le meilleur qu'il est déjà. Il veut être encore plus. Et en fait, ça se retrouve aussi chez les entrepreneurs. On le voit beaucoup plus facilement dans le sport, mais c'est pareil chez certains entrepreneurs. Ils ne sont jamais satisfaits, en fait, de leur réussite. Ils veulent aller toujours plus loin et continuer, en fait, à avancer. Et leur fortune, c'est un score. C'est un score. Voilà. En fait. C'est pas un but. C'est un leaderboard. C'est juste, c'est pas l'appât du gain. Et moi, ça me fait, j'aimerais bien que tu réagisses là-dessus, Laura. Parce que il y a tout aussi une vague je sais pas si vous avez vu cette vague aussi en France qui est très intéressante alors des gens qui sortent de je ne sais pas où là, on les a jamais vus, qui tout d'un coup expliquent devenez entrepreneur, gagnez de la thune, faites 100 000 en un mois, faites 1 million en vendant des formations en ligne, des trucs comme ça pour devenir riche. Mais comme le dit Mehdi, les vrais entrepreneurs, l'argent n'est jamais un objectif, l'argent n'est qu'une conséquence. Et il y a pourtant cette nouvelle génération qui est portée aujourd'hui par tout un tas de masterclass qui t'expliquent gagner 1 million en un an, etc., etc. Ouais, c'est clair. Et c'est pas des entrepreneurs. Moi, je rejoins complètement ce que vous venez de dire. D'ailleurs, je crois que pour reprendre la métaphore sportive qu'a utilisée Stéphanie, Léon Marchand qui s'est dépassé pendant les Jeux Olympiques, il est entraîné aux États-Unis en fait. Il a chopé ce mindset de se battre contre lui-même, un peu à la façon des golfeurs qui disent toujours moi je me bats contre ma carte et pas contre mon adversaire. Mais tu as raison Carlos, aujourd'hui en France, il y a 2 niveaux d'entrepreneuriat. On appelle entrepreneurs ou ils s'appellent entrepreneurs ceux qui font voilà comment faire en sorte que je puisse arrêter de bosser en fait la semaine de 4 heures et fire, tu vois, pour retire early. Mais sinon les vrais entrepreneurs, il y en a très peu en fait. Des gens qui ont la résilience de Mehdi, qui mangent, qui dorment, qui rêvent de leur business et parce qu'ils pensent, ils ont une mission de changer le monde d'une certaine façon. Et ils ne recherchent pas la rapidité et la facilité et une sorte de oisiveté. Pas du tout. C'est pas du tout la recherche. Et je pense qu'Elon, il veut changer le monde. Ouais. Mais il a 2-3 autres problèmes en fait. C'est-à-dire qu'il veut changer le monde, mais avec des convictions qui sont quand même assez borderline, laissons tomber la terre, de toute façon elle est foutue. Il faut que ce soit les hommes intelligents qui fassent des enfants parce que sinon la terre elle est foutue. Enfin, il y a beaucoup de la terre elle est foutue quand même dans ces trucs-là. Mais après il fait des trucs géniaux. Enfin, moi je suis désolée, mais on enregistre là juste après la première spacewalk, première spacewalk de civil. Je montre les images. C'est magnifique. Enfin, moi qui suis une geekette Star Wars, Star Trek, tout ça de ouf. Bon, j'ai le vertige, j'aurais jamais été astronaute, mais ça me fascine en fait, parce que Elon, il est malfaisant, mais il est fascinant quand même. Bon voilà, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, ils sont de plus en plus nombreux sur YouTube, notamment la semaine dernière, on a eu
un épisode sur la liberté d'expression. Vous avez été nombreux à réagir. Il y a plein de conversations sur YouTube. Je lis toutes vos remarques. C'est moi qui vous réponds hein, derrière. C'est personne d'autre. Hein. Donc je suis là. Je vous lis et j'apprends plein de trucs grâce à vous. Merci de nous écouter. Vous êtes encore une fois, je le disais, de plus en plus nombreux en podcast, en vidéo. Ça me fait super plaisir. Silicon Carnet fait partie du top 5 des podcasts tech business en France. Et pour un truc qui a commencé comme une joke, je trouve ça assez génial. Merci aussi à mon équipe, sans qui je pourrais pas faire cette émission. Je remercie notamment Baptiste, mon monteur, qui a fait tout l'editing et qui a fait un travail absolument génial. Il y a cette nouvelle rubrique là, qui veut du boulot. En fait, il a utilisé Suno, ce truc de Gen AI pour faire la musique. C'est assez hallucinant. Comme quoi l'AI il peut servir. Donc merci à tous, merci à notre communauté online, merci Laura d'avoir sorti de l'Hacienda pour nous rejoindre ici dans Silicon Carnet. J'espère qu'on va te revoir régulièrement dans l'émission. La semaine prochaine, mon invité c'est Alexei Shemenda. C'est un entrepreneur dans la Silicon Valley avec un parcours absolument incroyable, qui est aussi investisseur, il fait beaucoup de business angeling. On n'en entend pas beaucoup parler en France, et il va venir dans Silicon Carnet. Je suis super content de l'accueillir, Alexei. Et voilà, c'est la fin de cette émission pour cette semaine, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Hasta luego, amigos. Bye bye.